Alice commençait à se sentir très lasse de rester assise à côté de sa sœur sur le talus et de n'avoir rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur, mais il ne contenait ni images ni dialogue. Et, pensait Alice, à quoi peut bien servir un livre où il n'y a ni images ni dialogue? Elle se demandait, dans la mesure où elle était capable de réfléchir, car elle se sentait toute endormie et toute stupide à cause de la chaleur, si le plaisir de tresser une guirlande de pâquerettes valait la peine de se lever et d'aller cueillir les pâquerettes lorsque, brusquement, un lapin blanc aux yeux roses passa en courant tout près d'elle. Ceci n'avait rien de particulièrement remarquable, et Alice ne trouva pas non plus tellement bizarre d'entendre le lapin se dire à mi-voix: Mon Dieu! Mon Dieu! Je vais être en retard! Lorsqu'elle y réfléchit par la suite, il lui vint à l'esprit qu'elle aurait dû s'en étonner, mais sur le moment ça lui sembla tout naturel. Cependant, lorsque le lapin tira bel et bien une montre de la poche de son gilet, regarda l'heure et se mit à courir de plus belle, Alice se dressa d'un bond, car tout à coup l'idée lui était venue qu'elle n'avait jamais vu de lapin pourvu d'une poche de gilet, ni d'une montre à tirer de cette poche. Dévorée de curiosité, elle traversa le champ en courant à sa poursuite, et eut la chance d'arriver juste à temps pour le voir s'enfoncer comme une flèche dans un large terrier placé sous la haie. Un instant plus tard, elle y pénétrait à son tour, sans se demander une seule fois comment diable elle pourrait bien en sortir. Le terrier était d'abord creusé horizontalement, comme un tunnel, puis il présentait une pente si brusque et si raide qu'Alice n'eut même pas le temps de songer à s'arrêter avant de se sentir tomber dans un puits apparemment très profond. Soit que le puits fût très profond, soit que Alice tomba très lentement. Elle s'aperçut qu'elle avait le temps, tout en descendant, de regarder autour d'elle et de se demander ce qui allait se passer. D'abord, elle essaya de regarder en bas pour voir où elle allait arriver, mais il faisait trop noir pour qu'elle pût rien distinguer. Ensuite, elle examina les parois du puits et remarqua qu'elles étaient garnies de placards et d'étagères. Par endroits, des cartes de géographie et des tableaux se trouvaient accrochés à des pitons. En passant, elle prit un pot sur une étagère. Il portait une étiquette sur laquelle on lisait marmelade d'orange. Mais à la grande déception d'Alice, il était vide. Elle ne voulut pas le laisser tomber de peur de tuer quelqu'un, et elle s'arrangea pour le poser dans un placard devant lequel elle passait, tout en tombant toujours. Ma foi, songea-t-elle après une chute pareille, cela me sera bien égal quand je serai à la maison de dégringoler dans l'escalier. C'est qu'on va me trouver courageuse. Ma parole, même si je tombais du haut du toit, je n'en parlerai à personne. Supposition des plus vraisemblables, en effet. Plus bas, encore plus bas, toujours plus bas. Est-ce que cette chute ne finirait jamais? Je me demande combien de kilomètres j'ai pu parcourir, dit-elle à haute voix. Je ne dois pas être loin du centre de la Terre. Voyons, cela ferait une chute de 6 à 7 000 kilomètres? Du moins je crois. Car voyez-vous, Alice avait appris en classe pas mal de choses de ce genre. Et quoique le moment fût mal choisi pour faire parade de ses connaissances, puisqu'il n'avait personne pour l'écouter, c'était pourtant un bon exercice que de répéter tout cela. Oui, oui, ça doit être la distance exacte. Mais par exemple, je me demande à quelle latitude et à quelle longitude je me trouve. Alice n'avait pas la moindre idée de ce qu'était la latitude, pas plus d'ailleurs que la longitude. Mais elle jugeait que c'était de très jolis mots, impressionnants à prononcer. Bientôt, elle recommença. Je me demande si je vais traverser la Terre d'un bout à l'autre. Oh, ça serait rudement drôle d'arriver au milieu de ces gens qui marchent la tête en bas. On les appelle les antipathes, je crois. Cette fois, elle fut toute heureuse de ce qu'il n'y eut personne pour écouter, car il lui sembla que ce n'était pas du tout le mot qu'il fallait. Mais je serais alors obligée de leur demander quel est le nom du pays, bien sûr. S'il vous plaît, madame, suis-je en Nouvelle-Zélande ou en Australie? Et elle essaya de faire la révérence tout en parlant,
Imaginez ce que peut être la révérence pendant qu'on tombe dans le vide. Croyez-vous que vous en seriez capable, vous? Et la dame pensera que je suis une petite fille ignorante. Non, il vaudra mieux ne rien demander. Peut-être que je verrai le nom écrit quelque part. Plus bas, encore plus bas, toujours plus bas. Comme il n'y avait rien d'autre à faire, Alice se remit bientôt à parler. « Je vais beaucoup manquer à Dinah ce soir, j'en ai bien peur. » Dinah était sa chatte. « J'espère qu'on pensera lui donner sa soucoupe de lait à l'heure du thé. Ma chère Dinah, comme je voudrais t'avoir ici avec moi. Il n'y a pas de souris dans l'air, je le crains, fort. Mais tu pourras attraper une chauve-souris. Et cela, vois-tu, ça ressemble beaucoup à une souris. Mais est-ce que les chats mangent des chauves-souris? Je me le demande. » À ce moment, Alice commença à se sentir toute somnolente. Et elle se mit à répéter, comme si elle rêvait, « Est-ce que les chats mangent des chauves-souris? Est-ce que les chats mangent des chauves-souris? Et bientôt, est-ce que les chauves-souris mangent des chats? » Car voyez-vous, comme elle était incapable de répondre à aucune des deux questions, peu importe qu'elle posât l'une ou l'autre. Elle sentit qu'elle s'endormait pour de bon, et elle venait de commencer à rêver qu'elle marchait avec Dinah, la main dans la pâte, en lui demandant très sérieusement. « Allons, Dinah, dis-moi la vérité. As-tu jamais mangé une chauve-souris ?» Quand, brusquement, patatras, elle... Je te dérange, Ultar. Quand brusquement, patatras, elle atterrit sur un tas de branchages et de feuilles mortes et sa chute prit fin. Alice ne s'était pas fait le moindre mal et fut sur pied à un moment. Elle leva les yeux, mais tout était noir au-dessus de sa tête. Devant elle s'étendait un autre couloir où elle vit le lapin blanc en train de courir à toute vitesse. Il n'y avait pas un instant à perdre. Voilà notre Alice repartie, rapide comme le vent. Elle eut juste le temps d'entendre le lapin blanc dire en tournant un coin. « Par mes oreilles et mes moustaches, comme il se fait tard !» Et elle tourna le coin à son tour, très peu de temps après lui, mais quand elle eut tourné, le lapin avait disparu. Elle se trouvait à présent dans une longue salle basse, éclairée par une rangée de lampes accrochées au plafond. Il y avait plusieurs portes autour de la salle, mais elles étaient toutes fermées à clé. Quand Alice eut marché d'abord dans un sens, puis dans l'autre, en essayant de les ouvrir une par une, elle s'en alla tristement vers le milieu de la pièce, en se demandant comment elle pourrait bien faire pour en sortir. Brusquement, elle se trouva près d'une petite table, à 3 pieds, entièrement faite de verre massif, sur laquelle il y avait une minuscule clé d'or. Et Alice pensa aussitôt que cette clé pouvait fort bien ouvrir l'une des portes de la salle. Hélas, soit que les serrures fussent trop larges, soit que la clé fût trop petite, aucune porte ne voulut s'ouvrir. Néanmoins, la deuxième fois qu'Alice fit le tour de la pièce, elle découvrit un rideau bas, qu'elle n'avait pas encore remarqué. Et derrière ce rideau se trouvait une petite porte, haute de 40 centimètres environ. Elle essaya d'introduire la petite clé d'or dans la serrure, et elle fut ravie de constater qu'elle s'y adaptait parfaitement. Alice ouvrit la porte et vit qu'elle donnait sur un petit couloir, guère plus grand qu'un trou à rats. S'étant agenouillée, elle aperçut au bout du couloir le jardin le plus adorable qu'on puisse imaginer. Comme elle désirait sortir de cette pièce sombre, pour aller se promener au milieu des parterres de fleurs et aux couleurs éclatantes et des fraîches fontaines. Mais elle ne pourrait même pas passer la tête par l'entrée. Et même si ma tête pouvait passer, se disait la pauvre Alice, cela ne me servirait pas à grand-chose à cause de mes épaules, que je voudrais pouvoir entrer en moi-même comme une longue vue. Je crois que j'y arriverais si je savais seulement comment m'y prendre pour commencer. Car voyez-vous,
il venait de se passer tant de choses bizarres qu'elle en arrivait à penser que fort peu de choses étaient vraiment impossibles. Il semblait inutile de rester à attendre près de la petite porte. C'est pourquoi Alice revint vers la table, en espérant presque y trouver une autre clé, ou du moins un livre contenant une recette pour faire rentrer les gens en eux-mêmes, comme des longues vues. Cette fois, elle y vit un petit flacon. Il n'y était sûrement pas tout à l'heure, dit-elle. Pourtant, autour du goulot, une étiquette de papier sur laquelle étaient magnifiquement imprimés en grosses lettres ces deux mots. Bois, moi. C'était très joli à dire. Bois, moi. Mais notre prudente petite Alice n'allait pas se dépêcher d'obéir. Non, je vais d'abord bien regarder, pensa-t-elle, pour voir s'il y a le mot poison. Car elle avait lu plusieurs petites histoires charmantes où il était question d'enfants brûlés ou dévorés par des bêtes féroces, ou victimes de plusieurs autres mésaventures. Tout cela uniquement parce ils avaient refusé de se rappeler les simples règles de conduite que leurs amis leur avaient enseignées. Par exemple, qu'un tisonnier chauffé au rouge vous brûle si vous le tenez trop longtemps, ou que si vous vous faites au doigt une coupure très profonde avec un couteau, votre doigt d'ordinaire se met à saigner. Et Alice n'avait jamais oublié que si l'on boit une bonne partie du contenu d'une bouteille portant l'étiquette poison, cela ne manque presque jamais tôt ou tard de vous causer des ennuis. Cependant, ce flacon ne portant décidément pas l'étiquette poison, Alice se hasarda à en goûter le contenu. Et comme il lui parut fort agréable, en fait ça rappelait à la fois la tarte aux cerises, la crème renversée, l'ananas, la dinde rôtie, le caramel et les rôtis chaudes bien beurrées. Et elle l'avala séance tenante jusqu'à la dernière goutte. Quelle sensation bizarre, dit Alice. Je dois être en train de rentrer en moi-même, comme une longue vue. Et c'était bien exact. Elle ne mesurait plus que 25 centimètres. Son visage s'éclaira à l'idée qu'elle avait maintenant exactement la taille qu'il fallait pour franchir la petite porte et pénétrer dans l'adorable jardin. Néanmoins, elle attendit d'abord quelques minutes pour voir si elle allait diminuer encore. Elle se sentait un peu inquiète à ce sujet. Car voyez-vous, pensait Alice, à la fin des fins, je pourrais bien disparaître tout à fait comme une bougie. Et en ce cas, je me demande à quoi je ressemblerais. Et elle essaya d'imaginer à quoi ressemble la flamme d'une bougie une fois que la bougie est éteinte, car elle n'arrivait pas à se rappeler avoir jamais vu chose pareille. Au bout d'un moment, comme rien de nouveau ne s'était produit, elle décida d'aller immédiatement dans le jardin. Hélas, pauvre Alice. Dès qu'elle fut arrivée à la porte, elle s'aperçut qu'elle avait oublié la petite clé d'or. Et quand elle revint à la table pour s'en saisir, elle s'aperçut qu'il était impossible de l'atteindre, quoiqu'elle pût la voir très nettement à travers le verre. Elle essaya tant qu'elle put d'escalader un des pieds de la table, mais il était trop glissant. Aussi, après s'être épuisée en efforts inutiles, la pauvre petite s'assit et fondit en larmes. Allons, ça ne sert à rien de pleurer comme ça, se dit-elle d'un ton sévère. Je te conseille de t'arrêter à l'instant. Et elle avait coutume de se donner de très bons conseils, quoiqu'elle ne les suivît guère. Et parfois elle se réprimandait si vertement que les larmes lui venaient aux yeux. Elle se rappelait qu'un jour elle avait essayé de se gifler pour avoir triché au cours d'une partie de croquet qu'elle jouait contre elle-même. Car cet étrange enfant aimait beaucoup faire semblant d'être deux personnes différentes. Mais c'est bien inutile à présent, pensa la pauvre Alice, de faire semblant d'être deux. C'est juste s'il reste assez de moi pour former une seule personne digne de ce nom. Bientôt, son regard tomba sur une petite boîte de verre placée sous la table. Elle l'ouvrit et y trouva un tout petit gâteau, sur lequel les mots alors non, ce ne sont pas les mots miaou, ce sont les mots mange-moi, étaient très joliment tracés avec des raisins de Corinthe. Non, non, on a dit que c'était mange-moi. Excusez-moi, c'est l'heure du squattage. Ma foi, je vais le manger, dit Alice.
S'il me fait grandir, je pourrai atteindre la clé. S'il me fait rapetisser, je pourrai me glisser sous la porte. D'une façon comme de l'autre, j'irai dans le jardin. Et ensuite, advienne que pourra. Elle mangea un petit bout de gâteau et se dit avec anxiété. Vers le haut ou vers le bas? En tenant sa main sur sa tête pour sentir si elle allait monter ou descendre. Or, elle fut toute surprise de constater qu'elle gardait toujours la même taille. Bien sûr, c'est généralement ce qui arrive quand on mange des gâteaux. Mais Alice avait tellement pris l'habitude de s'attendre à des choses extravagantes qu'il lui paraissait ennuyeux et stupide de voir la vie continuer de façon normale. C'est pourquoi elle se mit pour de bon à la besogne et eut bientôt fini le gâteau jusqu'à la dernière miette. Excusez-moi, on a fini le chapitre 1 et moi j'ai un petit squatter. Je suis désolée pour les miaou intempestifs pendant le chapitre 1. On dirait bien que quelqu'un essayait encore de prendre le commandement du stream. Et qu'il est au moins arrivé à prendre le squatting de mes bras. Voilà. C'est bon, on peut continuer? Ouais, j'ai ton approbation. Je prends une gorgée de café. Non, pas le coup de boule dans le café. Ah là là. Les assistants de stream, c'est plus ce que c'était. Hein. Donc, chapitre 2, la mare de larmes. Hop, je vais réajuster ça. Ce dessin n'est pas du tout dérangeant. Non, non, non. De plus en plus curieux, s'écria Alice. Elle était si surprise que, sur le moment, elle en oublia complètement de parler correctement. Voilà que je m'allonge comme la plus grande longue-vue qui ait jamais existé. Adieu mes pieds! Car lorsqu'elle les regarda, ils lui semblèrent avoir presque disparu tant ils étaient loin. Oh mes pauvres petits pieds! Je me demande qui vous mettra vos bas et vos souliers à présent, mes chéris. Pour moi, c'est sûr, j'en serai incapable. Je serai beaucoup trop loin pour m'occuper de vous. Il faudra vous débrouiller tout seul. Mais il faut que je sois gentille avec eux, songea Alice. Sinon, peut-être qu'ils refuseront de marcher dans la direction où je voudrais aller. Voyons un peu. Je leur donnerai une paire de souliers neufs à chaque Noël. Et là-dessus, elle se mit à réfléchir comment elle s'y prendrait pour faire parvenir les souliers à destination. Il faudra que je les confie à un commissionnaire, pensa-t-elle, et cela aura l'air fameusement drôle d'envoyer des cadeaux à ses propres pieds. Est-ce que l'adresse paraîtra bizarre? Monsieur Pied-Droit d'Alice, devant le foyer, près la garde-feu, avec l'affection d'Alice. Oh mon Dieu, quelle bêtise je raconte! Juste à ce moment, sa tête cogna le plafond. En fait, elle mesurait maintenant plus de 2,75 m. Elle s'empara immédiatement de la petite clé d'or et revint en toute hâte vers la porte du jardin. Pauvre Alice! Tout ce qu'elle put faire, ce fut de se coucher sur le flanc pour regarder d'un œil le jardin. Mais passer de l'autre côté était plus que jamais impossible. Elle s'assit et se remit à pleurer. « Tu devrais avoir honte, se dit Alice. Une grande fille comme toi, c'était le cas de le dire. Pleurer comme tu le fais. Arrête tout de suite, je te le dis. » Mais elle n'en continua pas moins à verser des litres de larmes, jusqu'à ce qu'elle fût entourée d'une grande mare, profonde de 10 centimètres, qui s'étendait jusqu'au milieu de la pièce. Au bout d'un moment, elle entendit dans le lointain un bruit de petits pas pressés. Elle s'essuya rapidement les yeux pour voir qui arrivait. C'était encore le lapin blanc, magnifiquement vêtu, portant d'une main une paire de gants de chevreau blanc et de l'autre un grand éventail. Il trottait si vite
aussi vite qu'il pouvait, et chemin faisant, il marmonnait à mi-voix. Oh, la duchesse, ce qu'elle va être furieuse si je l'ai fait attendre. Alice se sentait si désespérée qu'elle était prête à demander secours au premier venu. Aussi, lorsque le lapin arriva près d'elle, elle commença d'une voix basse et timide. « Je vous en prie, monsieur ?» Le lapin sursauta violemment, laissa tomber les gants de chevreau blanc et l'éventail, puis l'étala dans les ténèbres aussi vite qu'il le put. Alice ramassa l'éventail et les gants, et comme il faisait très chaud dans la pièce, elle se mit à s'éventer sans arrêt tout en parlant. « Mon Dieu, comme tout est bizarre aujourd'hui. Mais pourtant, hier, les choses se passaient normalement. Je me demande si on m'a changé pendant la nuit. Voyons, réfléchissons. Est-ce que j'étais bien la même quand je me suis levée ce matin ? Je crois me rappeler que je me suis sentie un peu différente. Mais si je ne suis pas la même, la question qui se pose est la suivante. Qui diable puis-je bien être ? C'est là le grand problème. Et elle se mit à penser à toutes les petites filles de son âge qu'elle connaissait pour voir si elle ne serait pas devenue l'une d'elles. « Je suis sûre de ne pas être Ada, se dit-elle, car elle a de longs cheveux bouclés alors que les miens ne bouclent pas du tout. Je suis sûre également de ne pas être Mabel, car moi, je sais toutes sortes de choses, tandis qu'elle ne sait quasiment rien. De plus, elle est elle et moi je suis moi et... Oh, Seigneur, quel casse-tête ! Je vais vérifier si je sais encore tout ce que je savais jusqu'ici. Voyons un peu. 4 fois 5 font 12, 4 fois 6 font 13, et 4 fois 7 font... Oh, mon Dieu, je n'arriverai jamais jusqu'à 20, cette allure. Mais la table de multiplication ne prouve rien. Essayons la géographie. Londres est la capitale de Paris, et Paris est la capitale de Rome. Et Rome... Non, tout ça il faut, j'en suis sûre. On a dû me changer à ma belle. Je vais essayer de réciter. Voyez comme la petite abeille, s'étant croisé les mains sur les genoux comme si elle récitait ses leçons, elle se mit à dire le poème. Mais sa voix lui parut rauque et étrange, et les mots vinrent tout différemment de ce qu'ils étaient d'habitude. Voyez comme le petit crocodile sait faire briller sa queue en répandant l'eau du Nil sur ses écailles d'or. Comme gaiement il semble sourire, comme il écarte bien ses griffes, comme il accueille les petits poissons et ses ensorcelantes mâchoires. Je suis sûre que ce ne sont pas les mots qu'il faut, soupira la pauvre Alice. Et ses yeux s'emplirent à nouveau de larmes, tandis qu'elle poursuivait. Après tout, je dois être Mabel. Il va falloir que j'aille habiter cette misérable petite maison. Et je n'aurai quasiment pas de jouets et tant de leçons à apprendre. Non, ma décision est prise. Si je suis Mabel, je reste ici. On aura beau pencher la tête vers moi en disant « Allons, remonte, ma chérie !» Je me contenterai de lever les yeux et de répondre « Dites-moi d'abord qui je suis. Cela me plaît d'être cette personne-là, alors je remonterai. Et sinon, je resterai ici jusqu'à ce que je sois quelqu'un d'autre. » Mais, mon Dieu, s'écria-t-elle, en fondant brusquement en larmes, je voudrais bien qu'on se décide à pencher la tête vers moi, j'en ai terriblement assez d'être toute seule ici. Et en disant cela, elle abaissa son regard vers ses mains, et fut surprise de voir qu'elle avait mis un des petits gants de chevreau blanc du lapin, tout en parlant. « Mais comment ai-je pu m'y prendre ? Je dois être en train de rapetisser, songea-t-elle. Elle se leva et s'approcha de la table pour voir par comparaison combien elle mesurait. Elle s'aperçut que, autant qu'elle pouvait en juger, elle avait environ 60 centimètres de haut et ne cessait de diminuer rapidement. Elle comprit bientôt que ceci était dû à l'éventail qu'elle tenait. Elle le lâcha en toute hâte, juste à temps pour éviter de disparaître tout à fait. « Cette fois je l'ai échappé belle, » dit Alice, tout effrayée de sa brusque transformation, mais très heureuse d'être encore de ce monde. « Maintenant, au jardin !» Et elle revint en courant à toute vitesse vers la petite porte. Hélas, la petite porte était de nouveau fermée, et la petite clé d'or se trouvait sur la table comme auparavant. « Les choses vont de mal en pis, » pensa la pauvre enfant. « Car jamais je n'ai été aussi petite qu'à présent. Non, jamais. C'est trop de malchance, vraiment. »
Et comme elle disait ces mots, son pied glissa, et un instant plus tard, plouf! Elle se trouva plongée dans l'eau salée jusqu'au menton. Sa première idée fut qu'elle était tombée dans la mer. Elle ne savait comment, et dans ce cas, songea-t-elle, je vais pouvoir rentrer par le train. Alice était allée au bord de la mer une seule fois dans sa vie, et elle en avait tiré conclusion que, en général, partout où on allait sur les côtes anglaises, on trouvait un grand nombre de cabines de bain roulantes dans l'eau, des enfants en train de faire des trous dans le sable avec des pelles en bois, puis une rangée de pensions de famille, et enfin une gare de chemin de fer. Cependant, elle ne tarda pas à comprendre qu'elle était dans la mare formée par les larmes qu'elle avait versées lorsqu'elle avait 2,75 m de haut. « Comme je regrette d'avoir tant pleuré !» s'exclamait Alice tout en nageant pour essayer de se tirer de là. « Je suppose qu'en punition, je vais me noyer dans mes propres larmes. C'est ça qui serait bizarre. Ah, pour ça, oui. Il est vrai que tout est bizarre ici. » À cet instant précis, elle entendit patauger non loin, dans la mare, et elle nagea de ce côté-là pour voir de quoi il s'agissait. Elle crut d'abord que ça pouvait être un morse ou un hippopotame, mais ensuite elle se rappela combien elle était à présent petite, et elle ne tarda pas à s'apercevoir que ce n'était qu'une souris qui avait glissé dans la mare, exactement comme elle. « Est-ce que cela servirait à quelque chose maintenant, pensa Alice, de parler à cette souris ? Tout est tellement extravagant dans ce souterrain qu'elle est probablement capable de parler. En tout cas, je peux toujours essayer. » Elle commença donc ainsi. « Oh, souris, sais-tu comment on peut sortir de cette mare ? Je suis lasse de nager ici. Oh, souris !» Alice estimait qu'il fallait s'adresser en ces termes à une souris. Jamais encore elle ne s'était exprimée de la sorte. Mais elle venait de se rappeler avoir lu dans la grammaire latine de son frère « Une souris d'une souris à une souris aux souris ». La souris la regarda avec curiosité. Alice crut même l'avoir cligné de l'un de ses petits yeux, mais elle ne répondit pas. Peut-être ne comprend-elle pas l'anglais, pensa Alice. Ça doit être une souris française, venue ici avec Guillaume le Conquérant. Malgré tout son savoir historique, Alice avait des idées très vagues sur la chronologie des événements. En conséquence, elle dit « Mais où est ma chatte ?» Ce qui était la première phrase de son manuel de français. La souris bondit brusquement hors de l'eau, et tout son corps parut frissonner de terreur. « Je te demande pardon !» s'écria aussitôt Alice, craignant d'avoir froissé la pauvre bête. « J'avais complètement oublié que tu n'aimais pas les chats. »« Que j'aime pas les chats ?» s'exclama la souris, d'une voix perçante et furieuse. « Et toi, tu les aimerais, les chats, si t'étais à ma place ?»« Ma foi, peut-être bien que non, » répondit Alice d'un ton conciliant. « Et ne te mets pas en colère pour ça. » Pourtant, je voudrais bien pouvoir te montrer notre chatte Dina. Je crois que tu te prendrais d'affection pour les chats si seulement tu pouvais la voir une fois. Elle est si pacifique, cette Chardina, continua la fillette, comme si elle parlait pour elle seule, en nageant paresseusement dans la mare. Elle reste assise au coin du feu, à ronronner si gentiment, tout en se léchant les pattes et en se lavant la figure. Et puis c'est si doux de la caresser. Enfin, elle est vraiment de première force pour attraper une souris. Oh, je te demande pardon, s'écria à nouveau Alice. Car cette fois-ci, la souris était toute hérissée, et la petite fille était sûre de l'avoir offensée gravement. Nous ne parlons plus de ma chatte, puisque cela te déplaît. Nous n'en parlons plus, s'escria la souris qui se tremblait jusqu'au bout de la queue. Comme si moi j'allais parler d'une chose pareille. Dans notre famille, nous avons toujours exécré les chats. Ce sont des créatures vulgaires, viles et répugnantes. Ne t'avise plus de prononcer le mot chat. Je m'en garderai bien, dit Alice, qui avait hâte de changer de conversation. Est-ce que tu aimes les chiens ? La souris ne répondit pas. Aussi, Alice continua avec empressement.
Il y a près de chez nous un petit chien si charmant que j'aimerais bien pouvoir te le montrer. Vois-tu, c'est un petit terrier à l'œil vif. Oh, des si longs poils bouclés. Il rapporte tous les objets qu'on lui jette, il fait le beau pour quémander son dîner, et il fait tellement de tours que je ne m'en rappelle pas la moitié. Il appartient à un fermier qui dit que ce chien lui est si utile qu'il vaut plus de 1000 francs. Il dit qu'il tue les rats et... Oh, mon Dieu! S'écria Alice sur un ton chagrin. J'ai bien peur de l'avoir enfoncé encore plus. Et en effet, la souris s'éloignait d'elle en nageant aussi vite que possible et en soulevant une véritable tempête à la surface de la mare. Alice l'appela doucement. Ma petite souris chérie, je t'en prie, reviens. Nous ne parlerons plus ni des chats ni des chiens puisque tu ne les aimes pas. Quand la souris entendit cela, elle fit demi-tour et nagea vers Alice. Son visage était tout pâle, de colère, pensa la petite fille, et elle déclara d'une voix basse et tremblante. Regagnons la rive. Là, je te raconterai mon histoire. Tu comprendras alors pourquoi je déteste les chats et les chiens. Il était grand temps de partir. La mare se trouvant à présent fort encombrée par les oiseaux et les animaux qui y étaient tombés. Il y avait un canard, un dodo, un lorier, un aiglon et plusieurs autres créatures bizarres. Alice montra le chemin et toute la troupe gagna la terre à la nage.